Bonjour. Maintenant que j'ai inauguré cette série des foires aux questions, je suis heureux d'attaquer un sujet qui nous concerne tous, qui n'est pas technique, mais qui concerne plutôt je dirais, la vie d'artiste. La vie d'artiste, ça peut être celui qui en vit, hein, mais ça peut être aussi celui qui apprend la peinture. Et vous êtes extrêmement nombreux. Ce sera surtout des questions de ce niveau-là. Enfin, pour les gens qui apprennent que je vais y prendre. Parce que je pense peut-être, je peux nuancer des fois des propos qui ont été un peu forts dans certaines de mes vidéos. Quand on me parle d'un sujet, voilà, j'oublie des choses, premièrement, et puis des fois je suis un peu excessif, etc. Bon, c'est la vie, et j'accepte en fait, c'est comme ça. Ne m'en veuillez pas, des fois, non, mais justement, posez-moi des questions, et je pourrai comme ça corriger, si je ne m'en rends pas compte, par moi-même. Alors, les questions sont, vous allez voir, des questions très classiques. La première était: je suis trop vieille. Est-ce que c'est trop tard pour moi pour commencer la peinture? Eh bien, je pense que ce qui est très intéressant dans la peinture, ce n'est pas un travail de création d'un système qui nous permet, par exemple, on peut gagner sa vie avec ça, on peut être reconnu avec ça, on peut plein de choses sociales, je veux dire, des aspects sociaux, mais surtout, je pense que la peinture a pour but de nous apporter liberté et joie intérieure. Et pour ça, évidemment, à n'importe quel âge, même sur mon lit de mort, je dirais, je continuerai à peindre, je gripponnais. Simplement, ce qui est important, vous voyez, vous êtes à un certain degré. Et tant que vous êtes à ce niveau-là, eh bien, ce qui compte, c'est d'aller un peu plus loin. Progresser techniquement, progresser, toujours rechercher, chercher des choses, observer, augmenter votre capacité à percevoir, augmenter votre plaisir de partager, etc., etc. En fait, il n'y a pas de limite. On peut progresser un peu ou beaucoup. Vous voyez, pendant le même temps, certains vont faire ça, puis d'autres vont faire ça. Ça dépend de l'implication, du temps que vous utilisez, etc. Mais c'est cette phrase qui fait toujours rire mes élèves, je dis tendre vers. C'est ce tendre vers qui est le grand secret de la réussite dans la pratique de la peinture. Quel que soit notre niveau, quel que soit notre âge, ce tendre vers nous apporte beaucoup, beaucoup de possibilités parce qu'on est tout le temps le maître du jeu. Et c'est ça le grand secret, c'est ce qui apporte la liberté. Tendre vers, comment dire, quand on est guidé par notre propre envie, eh bien c'est un moment de liberté exceptionnel et relativement rare finalement. Beaucoup de personnes disent: je suis retraité, donc je vais faire de la peinture un peu comme ci, comme ça. En fait, effectivement, quand on est retraité, on a été habitué à travailler pour des choses qui ne nous plaisent pas forcément, et pour avoir le droit de rien faire du tout après. Alors, quand on ne fait rien, on se dit, voilà, j'ai le droit de rien faire, je fais un petit peu de trucs, un petit peu de trucs, un petit peu de trucs. Quoique les retraités sont souvent très occupés. Mais l'intensité avec laquelle vous allez pratiquer ne dépend pas de votre statut social. Vous pouvez être retraité et avoir une énorme intensité dans votre pratique, et autant que quand vous êtes jeune. C'est votre passion qui va vous guider. Et j'ai envie de dire, essayez d'éliminer le truc retraité. Retraité, ça veut dire: oh, je suis plus bon à rien, je veux rien faire, je veux juste regarder la télé, puis je vais donner un coup de main aux enfants, etc. Non, l'être retraité, ça veut dire avoir beaucoup de liberté dans le temps. Donc vous êtes vous êtes possiblement un guerrier de la peinture. Vous pouvez utiliser énormément de temps pour progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on peut progresser vite. Il ne faut pas croire que voilà, il faut 2 ans pour apprendre à dessiner, puis 3 ans pour savoir la peinture, puis 3 ans pour ceci, puis 5 ans pour cela, et puis au bout de 20 ans, je saurai. Effectivement, plus vous travaillez, mieux c'est. Mais dès le début, je veux dire, on peut progresser beaucoup, beaucoup, et après, les résultats se voient moins dans ce que vous réalisez, mais plus peut-être dans une intériorisation qui elle-même a quand même de l'importance. Mais on peut progresser très vite, donc mettez de l'intensité même si vous êtes retraité. Voilà, c'est un peu mon avis, hein. Alors, là je cite son prénom, c'est Yukihiro, donc japonais, sans doute, hein. Salut les japonais, s'il y en a. Il n'y a plus d'enseignement, selon lui,
Effectivement, je pense que c'est un gros problème. L'éducation nationale n'enseigne plus la peinture. Donc, si vous avez des enfants qui veulent pratiquer la peinture, vous ne l'apprendrez pas par exemple aux Beaux-Arts. Dans le temps, il y a 40-50 ans, il y avait des cours de dessin, il y avait des cours de peinture. Maintenant, il y en a, on peut dire, je crois, enfin, je ne suis pas un spécialiste non plus, je ne vais pas donner, mais je crois qu'il n'y en a plus du tout. Plus du tout, du tout. C'est-à-dire que c'est même considéré comme l'ennemi de la pratique artistique, le dessin, la peinture, etc. Un peu comme à l'école, apprendre à savoir à lire, écrire, compter, c'est devenu l'école quasiment quelque chose qui a été ringardisé. Alors, nous, on apprenait à lire, à compter. Bah, c'est pareil pour les arts plastiques. Je veux dire, effectivement, on n'apprend plus l'art, et c'est un grave problème, parce que c'est un langage sensible, lorsqu'on maîtrise les différentes techniques, qui nous permet de communiquer avec les gens de manière différente, et qui met en mouvement ce que j'appelle l'intelligence artistique. Or, si nous n'avons pas de savoir-faire, ce fameux savoir-faire qui est méprisé par l'art contemporain, eh bien, sans ce savoir-faire, il est difficile à notre intelligence artistique sensible de s'incarner. Et quand on a fait quelque chose, même avec des erreurs, et c'est bien de faire des erreurs, on s'en fout, eh bien, les erreurs que l'on va faire sur la toile vont être un miroir qui vont nous permettre de progresser, d'aller plus loin, de rechercher, d'augmenter notre communication, de nous donner une voie à suivre et un tendre vers, ce fameux tendre vers. Voilà pourquoi c'est si important. Effectivement, il n'y a plus d'enseignement actuellement, sauf dans des cours. Et dans les cours, il y a des fois beaucoup de gens qui se lancent à donner des cours et qui n'ont pas beaucoup de pratique. Autant, c'est open bar, on fait ce qu'on veut quand on apprend. Par contre, quand on enseigne, il faut avoir un minimum de savoir-faire. Sinon, c'est de l'imposture. Donc, un minimum de savoir-faire est fondamental quand même pour enseigner. Bon, cherchez des gens qui ont un peu de savoir-faire quand même, de compétences techniques, avant de vous lancer dans des trucs où on va vous faire juste des petits trucs pour dire, voilà, des gens qui ouvrent des cours qui ne devraient pas. Mais il y en a beaucoup qui savent pratiquer, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sérieux quand même, attention. Alors, j'avais fait une vidéo sur faites attention à la dispersion. Et il y a une personne qui m'a dit, j'ai envie d'être dispersé, pourquoi je ne serais pas dispersé? Ben, je lui dis, bien sûr, si la dispersion, c'est-à-dire faire plein de techniques dans tous les sens, c'est votre plaisir, faites-le. Il n'y a pas de règle. Simplement, vous diminuerez certaines possibilités de progression dans certains domaines. Évidemment, si vous faites plein de choses, vous serez moins bon dans un domaine. Mais ça peut être une voie très intéressante parce que si vous avez envie de le faire, vous aurez l'énergie pour le faire, vous aurez une dynamique et vous aurez des résultats. Et puis après, vous verrez, au bout d'un an, 2 ans, vous pouvez peut-être changer d'avis. Mais cette expérience de dispersion, vous l'aurez comprise de l'intérieur. Moi, je vous mets simplement en garde. Pourquoi? Parce qu'en général, vous avez 2, 3, 4 heures par semaine, des fois 5, des fois un peu plus, le double, pour pratiquer les arts plastiques. Donc, si vous voulez, si vous faites 1 heure d'aquarelle, 1 heure de peinture à l'huile, 1 heure de... Ça paraît évident que c'est du gâchis. Plus faire votre encadrement, plus faire vos toiles, plus faire vos enduits. Plus... Il y a des gens qui font ça. Mais c'est autre chose. Et pourquoi pas? Le seul truc, c'est que ça doit être guidé par sa propre envie, voire passion. Voilà. Pour moi, c'est très important. Donc, il y a Jasmine qui me dit... faut-il avoir une seule technique, un seul style? Ben, c'est un peu le même genre de réponse, de question. J'ai envie de dire que celui qui a envie d'avoir plusieurs techniques, plusieurs styles, alors plusieurs styles, c'est différent parce que technique on peut varier, mais avoir un seul style avec plusieurs techniques. Mais là, moi je vais vous dire, la plupart des peintres professionnels ont 2 voire 3 styles. Simplement pour avoir un éventail supplémentaire pour pouvoir vendre des tableaux, simplement. Donc ça ne me dérange pas, certainement, parce que je le fais moi-même, je l'ai fait. Mais c'est pareil,
faites gaffe et du bon sens. Si vous travaillez 3 heures par semaine, ne faites pas 3 styles différents. Faites des petits... Ou alors faites par exemple un style principal qui représente 81% de votre travail, et le reste, vous utilisez 20% pour bidouiller un petit truc là, une petite recherche là, un petit truc, voilà, tout simplement. Alors, là c'est Christine qui me demande pourquoi je critique l'hyperréalisme aussi sévèrement. Alors, effectivement, je manque de nuances à ce sujet. C'est-à-dire que nous sommes, je commence par l'hyperréalisme, et peut-être une réaction à la folie de ce que j'appelle l'art contemporain, c'est-à-dire un art subventionné où le savoir-faire est méprisé. Donc là, c'est un art où le savoir-faire est porté à exacerber et porté aux extrêmes. Alors, je n'y vois aucun inconvénient. Toujours pareil, si la personne qui fait de l'hyperréalisme est passionnée par ça, eh ben bien sûr qu'elle a le droit de le faire, mais puis c'est même formidable parce qu'elle va y découvrir, elle va répondre à sa propre demande. Quand je suis sévère, c'est quand il s'agit de mode. C'est-à-dire que quand des personnes cherchent une notoriété à travers ça, c'est-à-dire que ce n'est plus une pratique méditative pour comprendre la réalité, l'extrême réalité. La réalité extrême de l'hyperréalisme nous permet de nous interroger sur la réalité. Rien que ça, c'est intéressant. Ensuite, sur le plan technique, c'est vrai que ça nous oblige à aller loin pour aller chercher la couleur exacte, etc. Donc, il y a tout un rituel, un travail qui est très intéressant. Et moi-même, je m'y intéresse un peu, mais je ne pousse pas très loin. Je ne suis pas un fanatique de ça, mais c'est très intéressant. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ça devient un processus d'imitation, c'est-à-dire des gens font de l'hyperréalisme pour avoir du succès, parce que ça épate tout le monde. Alors maintenant, au début, c'était intéressant. Je connais des pastéistes espagnols sont obsédés par ça. Et en fait, le problème, c'est quand vous avez vu un clochard peint au pastel parfaitement. Je ne donne pas de nom de mes collègues parce que, alors j'ai trouvé ça très très bien. La deuxième fois, j'ai trouvé ça très très bien. Puis un autre peintre espagnol qui fait aussi des clochards. Alors j'ai trouvé ça très très bien. Puis j'ai vu un peintre hollandais qui fait aussi des clochards. Et en fait, ils prennent des photos, ils les travaillent. C'est d'excellentes photos d'ailleurs, hein. Et puis ils les reproduisent à la perfection. Alors le tableau, quand il est intéressant, c'est parce que la photo est intéressante. Et le travail de l'hyperréalisme, c'est de la photocopie pour moi à un moment donné. Faut faire gaffe à ça simplement. Donc c'est toujours pareil, il n'y a pas bien ou mal. Il y a simplement comment se positionner dans tout ça. Alors les inconvénients de l'hyperréalisme, c'est quand on rentre complètement dedans, on risque de s'enfermer dans des fausses réalités artificielles. Et quand on a du succès avec ça, alors là, on est prisonnier à vie de ce système-là. Voilà pourquoi je l'ai critiqué. Donc je dirais, l'hyperréalisme, oui. La dictature de l'hyperréalisme, non. Voilà. Surtout quand c'est une sorte de valorisation. Voilà, c'est un outil excellent qui peut servir vraiment beaucoup, et je le conseille, à condition de ne pas en faire une prison. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, donc c'était donc une foire aux questions, vie d'artiste. À bientôt. Alors vous pouvez bien sûr cliquer sur le pouce bleu, la cloche pour pouvoir avoir des informations régulières sur toutes les parutions YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, le site internet et puis les formations, etc., pour être informé, eh bien, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui se trouve en dessous. Voilà, à bientôt et ma foi, posez vos questions, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça vous intéresse aussi d'avoir un avis. Voilà, à bientôt.